Et donc au final, on parle non plus de régime alimentaire, mais de traitement diététique. Le régime qu'on donne à la population, c'est un traitement, c'est des médicaments. Donc il faut toujours considérer le régime comme un traitement, parce que vous allez voir que ça va réduire les maladies cardiaques, ça va réduire le risque cardiovasculaire. Donc, en quoi consiste ce régime? Si je dois résumer en quelques lignes, pour l'hypertension artérielle, il faut diminuer le sel. Pour quelqu'un qui a du cholestérol, diminuer les graisses. Pour un diabétique ou un obèse, diminuer les sucres rapides et diminuer les graisses. Manger 5 fruits et légumes par jour, et 3 produits laitiers par jour. De façon un peu plus détaillée, donc les graisses, il faut savoir qu'il y a 2 catégories, 2 familles de graisses. Vous avez les graisses saturées qu'on va trouver surtout chez l'animal, donc toutes les graisses animales sont saturées, il faudra les diminuer. Et vous avez les graisses insaturées, monoinsaturées ou polyinsaturées, c'est surtout les graisses végétales. Pour les différencier, les graisses saturées, lorsqu'elles sont à température ambiante, elles sont solides, yipsu. Les graisses insaturées, lorsqu'elles sont à température ambiante, elles sont liquides, comme l'huile, zit. Et donc globalement, on va réduire les graisses saturées. Donc le régime consiste à réduire, excusez-moi si j'arrive à faire défiler les slides, consiste à réduire les graisses saturées, donc tout ce qui est viande et gras, plutôt une réserve d'énergie, et qui doit quand même figurer dans le repas de n'importe quel être humain. Donc ils doivent représenter à peu près la moitié des apports énergétiques chez l'être humain. Les protéines, donc elles sont surtout animales, il y a aussi des protéines végétales, elles représentent à peu près 10% de l'apport énergétique, donc 10% de la portion alimentaire de tout être humain. Je ne parle pas de patient, je parle vraiment de tout être humain. Bien sûr, l'eau est très importante, donc vous savez que l'eau du robinet est la meilleure eau, elle est mieux équilibrée en sels minéraux, mais sinon vous avez différentes eaux dans le commerce, il faut voir un petit peu la teneur en calcium, en magnésium, etc. Les sels minéraux sont très importants pour notre corps. Bien sûr, l'excès de sel est néfaste. Il peut même provoquer une hypertension artérielle ou aggraver une hypertension artérielle. On conseille en moyenne 5 à 6 grammes de sel par jour. L'activité physique, ce qui est recommandé actuellement, c'est 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité physique intense par semaine. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot sédentarité et inactivité? Inactivité, c'est le fait de passer plus de 30 minutes sans bouger. Sédentarité, c'est le fait de rester assis plus de 7 heures par jour. Donc vous voyez que c'est deux notions qui sont différentes, mais les deux vont provoquer un risque cardiovasculaire. C'est pas bien d'être inactif, c'est pour ça qu'il faut bouger de temps en temps, et c'est pas bien d'être sédentaire, c'est pour ça qu'il faut faire de l'activité physique, il faut faire du sport. Quelle activité physique, donc plutôt quel est l'impact de cette activité physique, quel que soit le facteur de risque, l'activité physique, le fait de marcher, de bouger, de faire du sport, ça va réduire l'hypertension, ça va réduire le diabète, ça va permettre au patient d'arrêter de fumer, ça va lui permettre de réduire son poids et de réduire son cholestérol. Si on arrive à réduire ça, on va réduire le risque des maladies cardiaques, parce que ce que je viens de citer font le lit des maladies cardiaques, comme je vous l'ai dit. Globalement, on va conseiller de l'activité d'endurance. Ça peut aller du footing, vélo, la marche nordique, la simple marche, la natation, aux efforts de musculation pour ceux qui peuvent le faire en salle de fitness, donc les fameux exercices de gainage, les exercices avec les haltères, avec les appareils de musculation. Le sevrage tabagique est très important, donc on doit le faire obligatoirement, il doit concerner toute la population.
La réduction du poids est importante, elle va réduire le risque de maladie cardiaque. Et puis qu'en est-il pour le ramadan? Donc on est au portant un mois qui est bénéfique pour le risque cardiovasculaire. On estime que globalement c'est une opportunité pour perdre du poids. Donc on est censé avoir 2 repas par jour qui vont couvrir les besoins énergétiques. On conseille de répartir les rapports énergétiques entre le sport au sport, et puis une collation le soir, c'est ce qu'on fait tous après le retour de tarawih. On consomme des fruits et légumes, en général plus de 200 grammes par jour, et puis limiter la consommation des viandes rouges, au profit des viandes blanches, au profit des poissons quand on peut se permettre, et au profit toujours des fruits et légumes et des huiles animales. Il faut réduire l'apport en sel, toujours 5 à 6 grammes par jour. Il faut consommer beaucoup d'eau, 1,5 litre à 2 litres. Il faut fractionner, il faut éviter de prendre de l'eau de façon importante au moment de la rupture du jeûne, mais répartir cette quantité d'eau sur toute la partie où vous êtes autorisé à manger. Et puis, continuer à pratiquer de l'activité physique. Il faut savoir qu'actuellement, la prière tarawih, elle est considérée scientifiquement comme une activité physique. Et elle est suffisante pour quelqu'un qui pratique tarawih quotidiennement. Elle est suffisante comme activité physique sur la prévention cardiovasculaire. Sinon, on conseille de faire du sport, soit juste avant le maghrib pour éviter la déshydratation, soit après avoir rompu le jeûne. Et à ce moment-là, on est à l'aise pour pouvoir s'hydrater, manger des choses sucrées pour éviter les hypoglycémies. Et bien sûr, le ramadan est une occasion pour arrêter de fumer. Donc si on ne fume pas toute la journée, on fait l'effort pour diminuer, puis arrêter à la fin de ce mois sacré. Je terminerai en vous parlant un petit peu des cardiopathies et ramadan. Qui est autorisé à faire le ramadan, de qui ne l'est pas? Il faut savoir que près de 1 milliard de musulmans porteurs de maladies cardiaques font le ramadan chaque année. Et donc beaucoup de scientifiques, que ce soit des scientifiques musulmans, des médecins musulmans et des médecins non musulmans qui traitent des communautés musulmanes, se sont penchés sur ce problème pour savoir quel hypertendu, par exemple, quel cardiopathe on va autoriser à jeûner, duquel on va interdire le jeûne du mois de Ramadan. Donc d'abord, l'hypertension artérielle, on estime que théoriquement, le fait de faire Ramadan, la tension artérielle se normalise. Le fait de ne pas manger la journée, nos chiffres tensionnels diminuent. Et donc on est censé avoir un effet bénéfique. Et le seul souci, c'est comment répartir les médicaments antihypertenseurs chez le patient. Donc on va voir que tous les patients hypertendus qui sont équilibrés, vous voyez en vert en haut, ils sont autorisés à faire Ramadan, bien sûr en maintenant leur traitement et en maintenant les règles hygiéno-diététiques. Un hypertendu non équilibré peut être autorisé à faire Ramadan, c'est-à-dire même si sa tension est élevée, il peut être autorisé à faire le mois sacré, sauf qu'il faudra le surveiller durant ce mois, il faudra renforcer le traitement, renforcer les règles hygiéno-diététiques. Et puis, quelles sont les précautions? Donc, on va demander aux patients qui prennent plusieurs médicaments par jour, on va leur demander de revoir leur médecin. On essaiera de passer à des médicaments qui ont une efficacité de 24 heures. On va essayer de passer à ce qu'on appelle les associations fixes. Actuellement, donc le domaine du pharma nous propose des comprimés qui contiennent 2 médicaments à la fois et des comprimés qui auront un effet de 24 heures. Et donc, ça va éviter la fin d'efficacité si on prend un médicament qui a une efficacité de 8 heures ou de 10 heures. Donc, il vaut mieux aller plutôt sur des médicaments de 24 heures. On va demander à ces patients de surveiller leur tension artérielle pour éviter les hypotensions. Et en cas de signe d'hypotension artérielle, on va leur demander de rompre le jeûne. Bien sûr, en cas d'élévation très importante, ce qu'on appelle une urgence hypertensive, on va leur demander de rompre le jeûne pour pouvoir prendre un médicament pour baisser leur tension artérielle. Pour les patients coronariens, donc ceux qui ont fait une crise cardiaque, encore une fois, il n'y a aucune étude qui a démontré les effets néfastes du mois sacré de Ramadan sur les problèmes coronaires et sur les patients qui ont fait une crise cardiaque. Globalement, pour quelqu'un qui a une angine de poitrine, le fait de faire Ramadan, ça réduit les symptômes. Durant la période où il ne mange pas, il y a moins d'angine de poitrine, moins de douleur à l'effort. Par contre, on a constaté que ces patients faisaient un peu plus de douleur s'ils prennent des repas copieux au moment de la rupture du jeûne. Et on va demander à ces patients de fractionner le repas de la rupture. Donc, ils mangent un peu, ils font leur prière calmement, et puis ils reprennent un petit peu, ils mangent encore un petit peu pour ne pas avoir un bol alimentaire très important qui va obliger le système cardiovasculaire à fonctionner énormément. Pour les patients qui viennent de faire un infarctus et qui sont à la phase aiguë de leur infarctus, donc là, il y a plusieurs histoires.
On sait que le fait de rester à jeun toute la journée, on est déshydraté, le sang coagule un peu plus et on risque de récidiver ce caillot de sang qui est à l'intérieur de l'artère coronaire. Et vous verrez qu'on va diviser les patients entre patients qui ont fait un infarctus ou un stent, un ressort dans les artères depuis moins de 3 mois, et ceux-là, on va leur interdire de jeûner, parce que s'ils font le jeûne, ils vont se déshydrater, ça. Et non seulement de conseiller, d'ajuster le traitement, mais aussi de surveiller le patient durant ce mois. Le jeûne n'est pas recommandé pour les patients à risque. Les patients à risque modéré peuvent jeûner avec des précautions particulières, comme on l'a vu. Les patients à faible risque sont autorisés à jeûner, mais ils doivent tout de même se surveiller. Et le médecin doit recommander l'arrêt du jeûne obligatoirement s'il y a des signes de gravité. Et je vous remercie.